C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avance. Tu dois travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial dans le cadre des dialogues européens, l'Europe face à la guerre, organisé par les Champs Libres du 20 au 23 novembre 2025. Chaque jour de cette semaine, dans le podcast, nous allons échanger avec une personne dont le regard va nous aider à comprendre la guerre, mais surtout à penser le jour d'après, c'est-à-dire les conditions d'un retour à la paix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Gogo, journaliste indépendant, correspondant en Russie et dans le Donbass depuis 2014. Dès les premiers mois du conflit, Paul Gogo va s'installer dans l'est de l'Ukraine, dans les régions séparatistes, puis poursuit son travail entre Moscou et le front. Il est l'un des rares journalistes français à avoir suivi de l'intérieur et sur la durée 10 années de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il collabore avec Ouest France, La Libre Belgique ou encore Le Monde et a publié en 2024 Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass aux éditions du Rocher. Son expérience de terrain dans des zones parmi les plus opaques et les plus hostiles à la presse étrangère fait de lui un témoin de premier plan. Alors Paul Gogo, avant toute chose, j'hésitais à le dire, mais bon, je me lance. Il y a quelques années, vous étiez encore étudiant dans mes cours et maintenant vous êtes devenu correspondant en Russie et dans le Donbass depuis plus de 10 ans. Mais alors, dites-moi franchement, j'espère que ce n'est pas moi qui vous ai donné le goût du chaos. Vous l'aviez déjà en vous, non ? Un peu des deux, certainement, à vrai dire. Après, les choses se sont déroulées de façon assez étrange pour moi parce qu'à l'origine, je me suis pas rendu dans une guerre. C'est vraiment la guerre qui est venue à moi parce que je suis arrivé en 2014 en Ukraine. Quelques semaines en fait avant le début de l'offensive russe, en tout cas de la déstabilisation russe du Donbass et donc du début de cette guerre. Et moi, à l'origine, je voulais revenir à Kiev où j'étais déjà venu avant. Je voulais voir ce qu'il était devenu de Maïdan parce que j'avais passé 10 jours quasiment sur Maïdan en décembre 2013 et je voulais voir ce qu'il en était. Donc quand je suis arrivé à Kiev, il n'y avait plus de Maïdan, tout ça c'était fini, la Crimée avait déjà été annexée. Mais par contre, dans la presse, on parlait de manifestations dans le Donbass, à Donetsk. Et pour moi, aller assister à des manifestations, voir un peu ce qui était en train de naître ou pas dans le Donbass, ça paraissait pas bien méchant. Donc ça a été quand même ma première motivation. Le chaos n'a pas été ma première motivation. Alors, vous avez décidé de vous rendre dans des manifestations dans le Donbass. A priori, pas grand-chose à voir avec ce qu'on a pu observer à Maïdan en 2014. Comment raconteriez-vous l'atmosphère, ce qui s'y jouait dans le Donbass à la même période en 2014 ? Oui, parce qu'en fait, au début, il y avait effectivement des manifestations, mais déjà dans un cadre assez étrange, parce que on arrivait à Donetsk à l'époque, il y avait la mairie et l'administration régionale qui étaient occupées, et donc vous aviez des barricades avec ces hommes un peu bizarres, cagoulés, avec des matraques, pour certains même des pistolets dans la poche, en tout cas à la ceinture, qui quelque part, repousser tout le monde. C'est-à-dire que même les locaux, toutes les personnes qui s'approchaient du bâtiment se faisaient agresser, insulter, repousser. Et donc, il y avait ces groupes un peu étranges qui avaient pris contrôle de ces deux bâtiments stratégiques. Et en parallèle, il y avait des manifestations pro-russes, mais aussi pro-Ukraine. Et moi, j'ai assisté d'ailleurs à la dernière manifestation pro-ukrainienne de Donetsk. Il y avait beaucoup de monde. C'est toujours quand même important de le rappeler. Alors, il n'y avait pas autant de monde que dans les manifestations pro-russes, mais c'était quand même des manifs assez conséquentes. Et sans vouloir ajouter un côté lutte des classes dans cette situation, il y avait quand même deux populations très différentes dans ces différentes manifestations. Il y avait les manifestations pro-russes avec beaucoup de grands-mères, des hommes au chômage. De manière générale, c'était assez populaire, ces manifestations-là. Quand les manifestations pro-ukrainiennes, on retrouvait tous les professeurs, les artistes, les journalistes, les jeunes aussi, beaucoup. C'était deux populations comme ça, une fracture en tout cas, qui apparaissait dans ces manifestations, sachant que, je le rappelle toujours, les manifestations pro-russes étaient quand même motivées par la Russie, voire pour certaines organisées par des gens venus de Russie. C'est quand même important de le rappeler. Vous ne décidez pas seulement de couvrir quelques manifestations. Vous avez décidé de vous y installer, vous avez décidé de rester et pendant une très longue période, puisque jusqu'à encore aujourd'hui, vous avez rejoint cette fois-ci la Russie et vous continuez à être correspondant. Racontez-nous cette fidélité aux événements, d'où vient-elle ?
Oui, alors moi j'ai eu cette motivation en fait quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, notamment par la journaliste russe Anna Politkovskaya, de travailler comme elle, c'est-à-dire qu'elle, pour moi, sa leçon principale de journalisme, c'était un conflit apparaît, vous couvrez le début du conflit, alors c'est encore mieux si vous étiez là avant parce que ça veut dire que vous êtes capable de raconter ce qui a mené à ce conflit, mais en tout cas vous couvrez le début du conflit et vous couvrez la fin du conflit. Mais presque le plus important, c'est de couvrir le milieu du conflit, c'est-à-dire ce ventre mou quand la presse, les médias internationaux s'intéressent beaucoup moins au conflit, mais que des gens, des civils, continuent de vivre dans cette galère, dans la mort, dans la crainte des tirs d'artillerie, dans la peur des mines, avec des civils qui mouraient, hein, d'ailleurs, entre 2016 et 2022 dans le Donbass, majoritairement à cause des mines. Donc il y a toujours plein de choses à raconter. Et en gros, il y avait cette idée que je ne voulais pas abandonner tous ces gens, que j'avais vu la façon dont la Russie s'était ingérée dans cette situation, la façon dont elle avait désinformé la population à Donetsk, dont elle avait vraiment provoqué et même armé d'ailleurs les séparatistes du Donbass. Et il y avait un côté injuste parce que tout ça s'appuyait sur plein de ressorts, la peur des nazis ukrainiens d'un côté, de l'autre côté, la nostalgie de l'URSS. Enfin, il y avait plein de trucs très personnels, très vivants chez les gens du Donbass qui ont été agités par la Russie. Et quelque part, ces gens, pour moi, ce sont des victimes de la désinformation. Toutes ces mamies du Donbass que j'ai vues mourir ou blessées dans des tirs d'artillerie, qui très souvent soutenaient la Russie, finalement, elles avaient une vision de la Russie qui était complètement en décalage avec la réalité à cause de la propagande. Mais au bout du compte, elles étaient bel et bien victimes de cette guerre. Donc il y avait toutes ces choses-là que je voulais raconter jusqu'au moment où j'avais plus accès au Donbass. Et donc là, j'ai voulu partir en Russie parce que ma première leçon aussi dans le Donbass, c'était que cette guerre, la clé de cette guerre se trouvait à Moscou et pas en Ukraine. C'est ce qui a vraiment motivé ensuite mon installation à Moscou. Je voulais comprendre comment les Russes avaient permis la naissance de ce conflit, pourquoi le Kremlin avait besoin de ce conflit. Et en fait, c'est presque une question sans fin parce que c'est un pays, je l'apprends à personne, mais très compliqué à analyser et à comprendre. Alors en Europe, on l'a vu, on a vu le Maïdan comme le rêve ukrainien de démocratie libérale. On peut dire quand même que dans le Donbass, les choses se vivaient assez différemment et pour m'y être d'ailleurs rendu à plusieurs reprises entre 2022 et 2024, eh bien, je trouvais que le Donbass n'était pas tout à fait comme le reste de l'Ukraine, presque un peu hors du temps. Vous qui avez vécu longtemps, comment décririez-vous cette région à laquelle, finalement, vous avez fini par vous attacher? Oui, ça c'est très important aussi parce que effectivement, moi aussi j'ai ressenti ça dans le Donbass, un côté très particulier qui ressemble pas à ce que j'avais connu jusqu'ici. Alors ça m'a un peu rappelé Germinal parce qu'il y avait toutes ces usines métallurgiques, toutes ces mines partout. Une fois, je me suis rendu sur sortie d'une mine dans laquelle il y avait eu un coup de grisou et pour moi c'était comme dans le livre Germinal, je voyais les gueules noires sortir avec leurs lampes de la mine. Il y avait le patron qui avait débarqué avec vraiment un grand manteau de fourrure en disant non, on va pas trop faire appel aux secouristes, on va se débrouiller nous-mêmes. C'est hors du temps. Et donc il y avait ce côté-là. Alors un côté, moi je sais pas pourquoi je me suis attaché à cette région, mais j'y tiens beaucoup à cette région et c'est certainement aussi parce que j'ai commencé très jeune et que j'ai découvert la guerre là-bas et que ça m'a évidemment touché. Mais il y a quelque chose vraiment de très, je sais pas, de très cinématographique dans cette ville. Moi, j'ai passé des soirées entières, des nuits entières à Donetsk pendant le cessez-le-feu, le couvre-feu, pardon. Et le son de la ville avec tous les wagons, mais c'est quelque chose qu'on entend partout dans le Donbass, quand les wagons quittent, les trains quittent les usines métallurgiques, quand le train démarre, vous avez 1 kilomètre de wagons, on va dire, où tous les wagons se frappent un à un en démarrant en fait. Et donc, vous avez plein de bruits métalliques dans la nuit comme ça. Vous avez de la fumée, vous avez des odeurs. Et tout ça m'a beaucoup marqué. S'il n'y avait pas la guerre, en fait, on pourrait presque s'amuser du fait que c'est très cinématographique comme endroit. Mais d'avoir une guerre dans un lieu pareil, c'est vraiment très troublant. Et c'est ce qui a mené d'ailleurs à des situations assez folles. Avec des combats en souterrain, par exemple, dans l'usine métallurgique d'Azovstal, avec tous ces tunnels sous Donetsk dans lesquels il y avait eu des combats aussi en 2014 quand l'Ukraine essayait de reprendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk. Enfin, il y a vraiment... C'est un décor particulier avec des grandes plaines, des lacs et ces usines parfois abandonnées. Il y avait ces questions qu'on avait tout le temps quand on traversait le Donbass en voiture. Est-ce que cette usine a été détruite par la guerre ou par la chute de l'URSS? Et c'était vraiment une question qu'on se posait en permanence parce qu'il y avait déjà un côté
région abandonnée et en même temps ultra riche. Donetsk, c'était une ville ultra riche parce que justement toutes ces mines, toutes ces usines, sauf que voilà, comme souvent, comme en Russie, comme en Ukraine, eh bien l'argent remontait à la capitale chez les oligarques et profitait pas toujours aux gens du coin. Et c'est aussi d'ailleurs certainement ce qui a alimenté une certaine colère et une méfiance vis-à-vis de Kiev, de Maïdan et de l'Europe pour les gens du Donbass. Alors on comprend bien que dans le Donbass, il y avait une forme de méfiance à l'égard de ce qui se passait du côté de Kiev et du côté de Maïdan. Mais finalement, au fond, toute cette propagande pro-russe, comment elle fonctionne ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que finalement, au fond, il y a quand même une puissance de la propagande qui, malgré tout, marche ? Oui, il y avait une méfiance, mais le problème, c'est qu'il y avait vraiment un décalage entre la façon dont les gens du Donbass étaient informés par ce qui se passait à Kiev et le reste du pays. Et donc, Maïdan, ça a été présenté comme quelque chose, vision russe des choses, des nationalistes qui prennent le pouvoir dans le cadre d'un putsch, qui poussent le président légitime d'Ukraine à s'enfuir en Russie et qui deviennent menaçants pour les gens qui se sentent proches de la Russie. La rhétorique, elle est même jusqu'à dire pour les gens qui parlent russe, ce qui n'avait aucun sens parce que tout le pays parle plus ou moins russe en Ukraine, ou alors on peut dire que tout le pays parle soudjik, qui est ce mélange d'ukrainien et de russe. Mais en tout cas, à mon avis, ça n'a jamais été vraiment une question de langue, tout ce qui s'est passé là-bas. Mais en tout cas, on a joué sur ces inquiétudes-là. Et donc, il y a eu une vraie inquiétude, parce que, en fait, vous allez dans une région qui a subi d'une façon ultra violente la fin de l'URSS, parce que c'était très important en URSS. C'était vraiment les gens qui fournissaient le charbon, qui avaient des grosses usines métallurgiques. Ils ont quasiment tout perdu déjà à la chute de l'URSS. Et là, quand vous leur dites, on va plutôt se rapprocher de l'Union européenne et peut-être un peu tourner le dos aux Russes, eh bien, eux qui avaient beaucoup de liens avec la Russie se sont dit, mais déjà, c'est contre nature parce que culturellement, on est russe, pour dire ça grossièrement et en parlant, on va dire, des grands-mères nostalgiques de l'URSS. Et puis, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va couler nos dernières usines et nos dernières mines si on peut plus commercer avec la Russie. Donc, tout ça a été basé sur des choses vraies, des choses fausses. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne la propagande. Hein. Ça s'appuie sur une certaine base et puis ensuite, évidemment, ça part dans tous les sens. On a vraiment touché sur des choses très personnelles avec des légendes urbaines qui ont été adaptées à la situation. Et qui ont contribué aussi à instaurer une terreur. Il y avait vraiment des scènes incroyables où des grands-mères nous disaient, on a entendu à la télévision que les Ukrainiens, les nationalistes ukrainiens viennent de mettre du poison dans l'eau de la ville, ils veulent tuer tout le monde, où il y a des quarts de nazis ukrainiens qui vont débarquer en ville pour nous tuer. Enfin, il y avait toutes sortes de rumeurs comme ça. Oui, si je comprends bien, il y avait chaque jour un peu de nouvelles rumeurs des nationalistes ukrainiens qui menaceraient très concrètement la vie des civils. C'est ça, c'était une rumeur qu'on trouvait régulièrement, des gens qui nous disaient « Ah, il y a eu une fusillade il y a une demi-heure à tel endroit », et donc nous, on prenait un taxi, on allait sur place, et il s'était évidemment rien passé du tout, mais c'était l'idée que des hordes de nationalistes allaient débarquer pour tuer les pro-russes, et les gens y croyaient sincèrement, et forcément, ça a beaucoup contribué à mobiliser la population. Il y a quelque chose qui m'est pas tout à fait facile de comprendre, c'est finalement qu'est-ce qui séduit autant dans cette nostalgie de l'URSS? Qu'est-ce qui séduit dans cette belle époque? Il se raconte que l'on vivait si bien que ça au temps de l'URSS? Alors, en fait, les gens fantasment aussi leurs souvenirs. C'est aussi la difficulté. Enfin, je crois que ça, c'est aussi quelque chose de très humain et qui peut arriver à tout le monde dans tous les pays du monde. Mais il faut bien vraiment comprendre l'ampleur du drame que les années 90 ont pu être pour les soviétiques, en tout cas les Russes et ceux qui bénéficiaient d'une certaine économie soviétique. Cette époque a été marquée par la propagande russe comme un lien avec la démocratie. Donc pour eux, démocratie, ça veut dire société qui s'effondre, ça veut dire mafia, ça veut dire bazar total. En Ukraine, il y avait des problèmes aussi avant 2014, il y avait déjà beaucoup de corruption. Il y avait des injustices, tout ce système d'oligarques qu'on retrouve en Russie, en Biélorussie, alors qui n'est pas forcément, qui n'a pas les mêmes dynamiques dans chaque pays, mais qui existait aussi en Ukraine et qui était à l'origine de pas mal d'injustices. Et donc, ce qu'on entend en Russie, on l'entendait aussi dans le Donbass. Nous, on se tue à la tâche.
Et tout l'argent qu'on produit, on n'en voit pas la couleur parce que ça monte à Kiev ou ça va chez les oligarques. Et donc la rancœur est née comme ça, et la nostalgie de l'URSS aussi a continué de s'alimenter de cette façon-là. Et puis ensuite, la guerre, c'est tout simplement un truc complètement cynique, parce que l'URSS, on s'en souvient surtout comme une marque de stabilité. Quand on est nostalgique, une mamie nostalgique en Russie ou en Ukraine, l'URSS, c'était une situation stable. Et quand la guerre arrive chez vous, la situation, elle est plus qu'instable. Et donc, c'est aussi quelque chose qui vient confirmer le fait que l'URSS, au moins, était censé protéger de la guerre, et que c'est une stabilité politique de ce type-là, c'est ce qui manque, et que finalement, c'est contre nature, quoi, que de tourner le dos à la Russie, parce que la Russie est censée être le grand frère, pour utiliser le vocabulaire russe, qui va vous protéger, et vous n'êtes pas censé vous retourner contre lui, alors que le vrai risque, il est plus à l'ouest. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ont été réutilisées. Il y a une histoire évidemment réécrite, toutes les parties sombres de l'URSS, on les oublie, et tous les avantages de l'époque, les week-ends, les vacances en sanatorium qui étaient gratuits, enfin toutes ces choses-là de l'époque, les Ukrainiens du Donbass notamment s'en rappellent, et en deviennent nostalgiques quand toutes les usines tournaient, que c'était vraiment une région très importante pour l'URSS. Il y a une question de fierté, quoi, qui aussi joue là-dedans. Donc c'est vraiment le souvenir de ces grandes années qui est amplifié avec le temps, et qui est encore plus amplifié avec le contraste d'une situation qui se dégrade totalement avec l'arrivée de la guerre, en gros. Dans votre livre, vous expliquez qu'au début, en 2014, Moscou ne voulait pas du Donbass. Moscou voulait seulement déstabiliser l'Ukraine après Maïdan. Comment ce projet a finalement glissé vers l'annexion ? Oui, alors, quand je dis ça, c'est un peu résumé comme ça, mais enfin, le fait est que entre les déstabilisations de 2014 et les annexions concrètes, inscriptions dans la constitution russe 2022-2023, il y a eu toutes ces années durant lesquelles les gens du Donbass vivaient dans des républiques qui n'avaient aucune valeur, républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et qui n'avaient plus d'identité. C'était des gens qui n'étaient plus ukrainiens, qui n'étaient pas russes, plus de système bancaire, enfin voilà, ils étaient mis hors du monde. Et ça a été à certains moments, durant ces années, un sujet de défiance envers la Russie, quoi, avec cette idée que tout ça pour ça, quoi. Ils nous ont mis dans une situation de guerre en 2014, et derrière, on se fait même pas annexer. Résultat, on n'appartient plus à personne, alors que nous, à l'origine, on voulait juste pouvoir parler à tout le monde, quoi, l'Ukraine et la Russie. Donc ça a été l'objet de certaines frustrations au sein de la population du Donbass pendant toutes ces années. Ça a été plutôt bien accueilli, d'autant plus que le ménage a été fait dans la population aussi par les services de renseignement durant toutes ces années. Donc ça a été les annexions après l'offensive de 2022 ont été plutôt appréciées, parce que là, les gens du Donbass retrouvaient enfin un statut. Mais dans un premier temps, la Russie a juste utilisé cette région pour titiller l'Occident. C'est-à-dire que notamment pendant les années de cessez-le-feu gelé, eh bien, à chaque fois qu'il y avait un sommet international, rencontre du G20, ou ce genre d'événements, ou discussions liées à l'Ukraine, eh bien, soudainement, le matin ou la veille au soir, il y avait des combats qui reprenaient sur certains points du front. Et en fait, on comprenait que la Russie relançait juste un petit peu les combats pour rappeler qu'elle était là, qu'elle était capable de foutre le bordel, que la moindre discussion sur l'Ukraine ne devait de toute façon pas se faire sans la Russie, et sans prendre en compte le point de vue du Kremlin. Donc ça a été utilisé comme ça, avec ce projet un peu flou dont on nous parlait en 2014 de Novorossiya, projet impérialiste qui était censé créer un territoire donc russe qui allait de Rostov, qui est en Russie, en gros jusqu'à la Transnistrie, Moldavie, donc en prenant tout le sud de l'Ukraine. C'est visiblement ça que les Russes ont continué de viser en 2022, parce que ce sont aujourd'hui ces régions-là qui sont encore en jeu. Mais le fait est que la Russie n'était pas allée plus loin avant 2022, qu'en 2014, quand ils ont créé des manifestations, ils ont tenté des déstabilisations à Kharkiv, à Odessa, eh bien le fait est que ça n'a pas fonctionné, et même à Mariupol, ça n'avait pas fonctionné. Les Russes, les séparatistes ont pris la ville quelques semaines, mais ça a été récupéré sans difficulté par les Ukrainiens en 2014 à Mariupol, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de population pour soutenir ces projets russes. Donc, moi, ma première leçon, c'est que 2014-2015, la Russie se rend compte qu'il va falloir pousser la population, manipuler la population si elle veut pouvoir prendre plus de territoire, parce que dans les faits,
Personne ne voulait de la guerre dans le Donbass. Est-ce que tout le monde était prêt à se faire annexer par la Russie de cette façon-là? Je suis vraiment pas sûr, et a priori non, parce que en gros, il y a que Donetsk et Lugansk qui ont plongé à l'époque, voilà, des villages un peu autour, mais même la ligne de front était vraiment en banlieue de Donetsk jusqu'il y a quelques mois en fait. Donc ça n'a pas été aussi simple que ça, et c'était pas une évidence que le Kremlin puisse prendre le contrôle de ces régions-là. Vous avez choisi un passage de votre livre. C'est un passage effectivement extrêmement poignant. C'est sur la dernière manifestation en faveur d'une Ukraine unie. Oui, alors c'est forcément un moment important, parce que dernière manifestation ukrainienne à Donetsk. Et moi, encore un peu naïf, je viens d'arriver à Donetsk, et pour moi, je viens voir que des manifestations. Je ne m'attends pas à ce que la guerre commence. Et c'est finalement ce jour-là que je me rends compte que les choses vont aller beaucoup plus loin, parce que cette manifestation devient finalement ultra violente assez rapidement. Tout commence avec un hymne ukrainien sur une des places de Donetsk. À la fin de l'hymne ukrainien, des voitures avaient déboulé par dizaines sur le boulevard et klaxonné, drapeaux ukrainiens attachés aux vitres, dont certaines avaient déjà été brisées. Les pro-russes avaient commencé le tour des cours d'immeubles. Ils sont aujourd'hui quelques centaines, moins d'un millier, à participer sans le savoir à la dernière manifestation en faveur d'une Ukraine unie. Le cortège reprend la route. Les anti-émeutes qui enveloppent physiquement la foule ne plaisantent plus. Au bout d'une centaine de mètres, la situation, pourtant calme, dégénère subitement. Quelques hommes apparaissent sur les trottoirs et crient des insultes. Personne ne répond côté ukrainien. Les ultras continuent de hurler leurs slogans. Je suis à l'avant de la manifestation lorsqu'une explosion secoue le cortège. Une grenade assourdissante a été lancée en plein cœur de la foule, qui s'éparpille sur le boulevard en un instant, policiers compris. La situation est confuse. Des centaines d'hommes cagoulés apparaissent devant nous, armés de matraques, de barres de fer. Ils aboient comme des chiens aux Ukrainiens de déguerpir. À l'arrière de la manifestation, certains sont déjà à terre, chacun battu par 3 ou 4 hommes, à coups de pied, de barres de fer. Je ne sais plus où donner de la tête quand un homme sort un pistolet et tire une balle en l'air. Les policiers ont disparu, il n'en reste plus que quelques grappes courageuses qui se jettent sur les manifestants, tabassés pour tenter de les protéger au péril de leur vie. Mais la majorité des hommes ont lâchement abandonné leur propre peuple. Ils se sont rangés, sans l'assumer, du côté des séparatistes. Ils avaient pourtant affirmé à ces familles qu'ils les protégeraient. À la vue de ce pistolet brandi, je réalise l'ampleur de l'événement. Une horde d'hommes assoiffés de violence accourt vers la foule. Comme un réflexe, je prends aussi la fuite. Il faut quitter le boulevard à tout prix. Je rentre dans la cour d'un immeuble, espère rejoindre une artère plus tranquille ou trouver un hall où me réfugier. Des cris de terreur retentissent sur l'avenue. Un couple apparaît au coin d'un local à poubelle. Le jeune garçon porte une chemise à carreaux. Il tire une jeune fille par la main. Le couple, concentré sur sa course, à bout de souffle, me remarque au dernier moment et me fixe l'espace d'une demi-seconde d'une intensité rare. La peur de la mort se lit dans leurs yeux. Ils se demandent dans quel camp je suis. Ils reprennent leur cours. Moi, c'est ce moment-là, ce regard de ces deux jeunes. Je ne sais pas pourquoi, il m'a vraiment marqué, et j'ai encore l'image vraiment de ces deux jeunes qui courent et qui s'arrêtent en me fixant, en se demandant de quel camp je suis, est-ce que je suis là pour les tuer. C'était assez terrible parce que c'était des jeunes normaux du Donbass, de Donetsk, et du jour au lendemain, leur quotidien s'est retrouvé bouleversé par l'arrivée des séparatistes qui progressivement ont reçu des armes pour prendre le pouvoir sur la ville. Dans ce passage, il y a cette dame qui vous regarde avec les yeux de la peur. Souvent, vous dites que vous êtes pris pour un Américain, en tout cas que vous êtes rarement le bienvenu. Mais alors, comment fait-on son travail de journaliste dans un tel climat ? Alors, on bénéficiait à l'époque d'une certaine anarchie, pour être honnête. Donc, même les gens qui voulaient nous dénoncer, finalement, ne savaient pas vraiment auprès de qui nous dénoncer, parce que il y avait des autorités autoproclamées, puis un jour les Tchétchènes sont venus et on ne savait pas vraiment qui contrôlait la ville. La police, elle n'existe plus, la justice non plus, les services de renseignement pas encore. Ceux d'Ukraine avaient disparu. Donc en fait, tout le monde faisait sa loi à chaque checkpoint, mais entre les checkpoints, finalement, t'es presque libre. Voilà, on pouvait quand même travailler. Alors effectivement, ça a pu faire rire certaines personnes parce que je parle beaucoup des grands-mères dans mon livre, parce que les grands-mères étaient au cœur de la déstabilisation du Donbass, et c'était au premier rang dans les manifestations. C'était les personnes les plus ouvertes à la propagande russe, les plus nostalgiques de l'URSS, et celles qui étaient le plus susceptibles de faire dans la délation. Donc c'est sûr qu'on s'est toujours méfié des grands-mères. Effectivement, tête d'étranger, étranger, comme tu disais, égale américain.
Et donc, on se retrouvait parfois, effectivement, avec des gens qui nous insultaient dans les trains, dans les bus. Alors, on essayait de pas trop parler entre nous parce qu'on était à plusieurs journalistes, généralement. On se faisait discret. Mais des fois, quand les grands-mères nous reconnaissaient dans la rue, eh bien, elles venaient nous voir et elles nous posaient pas de questions. Elles-mêmes nous expliquaient la vérité vraie, tout ce qu'elles avaient entendu à la télévision russe, parce que, sincèrement, elles ne comprenaient pas pourquoi on ne les comprenait pas. Il y a un point aveugle, ce sont les aspirations de la population. Dans le Donbass, une partie de la population semble évidemment vouloir rester ukrainienne, tandis qu'une autre espère probablement aussi rejoindre la Russie. Mais au fond, finalement, on n'a presque rien pour mesurer ces attentes. Est-ce que vous avez observé ces aspirations contradictoires et finalement, est-ce qu'on est capable d'évaluer la sociologie de ces deux aspirations ? Oui, c'est clair que c'est super difficile. Alors moi, j'ai vraiment tenu à me détacher de ces histoires de langue, en tout cas dès le début, parce que beaucoup de gens analysent ce conflit par une question de langue. On parlerait russe dans l'est de l'Ukraine, on parlerait ukrainien dans l'ouest, et finalement, ça signifierait, ça formerait cette fracture ukrainienne qui justifierait presque pour certains ce qui arrive à l'Ukraine aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas vraiment de question de langue. Il y avait des endroits dans le Donbass où on parlait ukrainien. Il y avait des enseignes en ukrainien sur certains magasins à Donetsk en 2014. La langue n'était pas une question. Moi, j'ai parlé russe quand j'étais à Kiev. Enfin, c'était vraiment pas le débat. Je pense que la particularité du Donbass tenait vraiment à ces mines, les usines métallurgiques. C'était une particularité soviétique très marquée et les gens avaient gardé un peu cette identité. Donc ça jouait forcément dans leur vision des choses. Ensuite, le ressenti était très, très compliqué à comprendre parce que dans ces situations-là, vous vous taisez si vous êtes contre ce qui arrive. Vous disparaissez, vous vous cachez. Certains ont tenté de se faire entendre. On les retrouvait ou bien morts dans les bois ou bien, entre guillemets, juste torturés ou accrochés à des arbres ou humiliés. Voilà, donc très rapidement, tout le monde s'est tué. C'est un problème encore aujourd'hui. J'ai encore parfois l'occasion d'aller dans le Donbass s'occuper et je sais que des gens existent, qu'il y a plein de gens qui sont contre tout ça, mais personne ne prend le risque de me le dire parce que c'est très dangereux de s'exprimer sur ces questions-là. On ressent quand même des différences. Vous allez aujourd'hui à Donetsk, tout le monde tout le monde, tous ceux qui restent vont avoir des sentiments pro-russes assez marqués. Quand vous allez à Mariupol, c'est déjà plus du tout la même chose. Moi, je peux aller à Mariupol et vous trouvez des gens qui soutiennent l'Ukraine sans aucun problème. C'est assez simple à trouver. Des gens qui vous disent discrètement, vie sous occupation, on aimerait bien que l'armée ukrainienne puisse reprendre la ville. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut entendre, en fait. Quant aux deux autres régions du Sud, je pense que c'est encore pire du point de vue russe et que ça explique pourquoi les Russes nous interdisent d'y mettre les pieds, les régions de Zaporizhia et de Kherson, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller une fois dans le cadre d'un voyage de presse avec l'armée russe, donc qui est quand même un contexte très particulier. Et même dans ce contexte, des gens m'ont expliqué que c'était un peu dangereux qu'on soit là parce que, en gros, on était les occupants et on n'était pas forcément les bienvenus. Donc on arrive à saisir ces nuances-là. Pour le reste, c'est très compliqué. Je ne saurais même pas dire si la population, de manière générale, était plus ouverte à la Russie qu'à l'Ukraine avant 2014. C'est vraiment très compliqué à dire parce que la désinformation a fait un travail très rapide et très radical. Et les opinions, notamment aussi par la peur de Maïdan, les opinions ont vraiment évolué très rapidement. Et même au cours du temps, comme je le disais, il y a eu des périodes où les gens se sont fatigués des séparatistes dans le Donbass. Et quand j'y suis retourné en 2022, juste avant l'offensive, il y avait des gens qui m'expliquaient ça n'aurait pas été si mal si on avait pu revenir en Ukraine tout en gardant une relation pas trop mauvaise avec les Russes. Donc c'est très dur à saisir, ça c'est clair. En 2022, au début de la guerre, beaucoup espéraient un sursaut du peuple russe contre Poutine, un sursaut contre la guerre. Finalement, les révoltes ont été faibles, certes, elles ont été réprimées, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une propagande qui fonctionne plutôt bien. Comment on peut expliquer puissance de séduction de cette propagande ? C'est vraiment la question qui a justifié le fait que j'aille m'installer en Russie. C'est exactement ce que je voulais essayer de comprendre. Alors, ça va être dur de répondre rapidement, mais clairement, un des points principaux, c'est l'apolitisme. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un héritage, mais on le retrouve aussi en Ukraine, un peu en tout cas, avant 2014. Ça doit être moins le cas aujourd'hui, mais ça date certainement de l'URSS, ou en tout cas, peut-être plutôt des années 90, cette idée que toucher à la politique, c'est sale, et en plus, ça peut vous apporter des problèmes. Et donc, le mieux, c'est de se désintéresser de la politique, de laisser faire les politiciens, de ne vous rebeller que si il y a des problèmes pour remplir votre frigo, des problèmes de stabilité économique, ou
ou vraiment des choses... c'est d'ailleurs un travail qu'on mène quand on est correspondant en Russie, c'est d'ailleurs d'essayer de déterminer ce qui peut fâcher les Russes. Donc pour l'instant, moi dans ma liste, j'ai juste le frigo et la stabilité économique. Les deux d'ailleurs vont un petit peu ensemble. Il y a des questions qui se posent aussi un peu sur la mobilisation. Si Poutine disait aujourd'hui j'envoie tous mes jeunes à la guerre, je pense que ce serait assez impopulaire. Il y a aussi des manifestations. Alors on a vu les Russes se rebeller quand certaines marques américaines ont quitté la Russie. Là, les Russes n'étaient pas contents. Donc ce qui rend la chose très cynique, évidemment, vue d'Ukraine, et assez triste. Récemment, depuis quelques jours, d'ailleurs, on voit des manifestations en Russie parce que le pouvoir est en train de bloquer WhatsApp pour imposer son propre système de chat bien contrôlé par le pouvoir. Et c'est inattendu. Je ne pensais pas que la population réagirait, mais là, la population réagit là-dessus. Donc, de temps en temps, il y a des choses très personnelles qui poussent les Russes, et un peu égoïstes d'ailleurs, qui poussent les Russes à se rebeller. Mais le côté apolitique fait que jusqu'au bout, les Russes ont un peu fermé les yeux sur ce qui se passait en Ukraine, sans comprendre ce qui s'y passait d'ailleurs. Moi, je rappelle toujours que personne n'est conscient en Russie que leur armée était en Ukraine avant 2022. Parce que moi, j'ai vu les premiers soldats russes en 2014. Mais faut bien comprendre qu'en Russie, on leur a expliqué que c'était juste une révolte des mineurs du Donbass, ce qui se passe en 2014. Donc, ils ont évolué dans un monde différent du nôtre pendant toutes ces années. Et quand en 2022 est lancée cette offensive à grande échelle, les gens comprenaient juste pas ce qui se passait. Voilà, c'est nos frères ukrainiens, pourquoi ça arrive? On nous explique qu'on était menacés par l'OTAN, mais l'OTAN nous a pas attaqués, donc qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu vraiment une période d'incertitude, d'incompréhension. Tout le monde a fait l'autruche pendant cette période-là. C'est là que des lois ont été créées pour rendre illégal le fait de s'opposer à tout ça, de critiquer tout ça. Donc tout le monde a très rapidement compris qu'il valait mieux se taire quand on n'adhérait pas à la chose. Et puis la propagande a fait son travail. Quand vous subissez un bouleversement tel que l'apparition d'une guerre et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi tout ça arrive, eh bien vous avez besoin d'explications pour pouvoir survivre. C'est tout bête. Et la propagande, c'est là qu'elle est très forte, c'est qu'elle vous offre sur un plateau une série d'explications et vous choisissez celle que vous voulez. Donc dans un premier temps, il y avait la peur des nazis ukrainiens. Ensuite, il y a eu la peur de l'OTAN, l'expansion de l'OTAN à proximité des frontières de l'Ukraine, de la Russie plutôt. Et ce qui marche le mieux, et c'est ce qui est vraiment à la mode aujourd'hui dans la propagande russe, c'est une espèce de réponse au modèle social occidental, avec une réponse conservatrice contre l'Europe décadente. Et ça marche très bien parce que la population russe est totalement homophobe, par exemple. C'est un exemple très important parce qu'on en parle tout le temps en reportage, des LGBT. Et en fait, s'appuyer là-dessus, pour le coup, ça anime aussi d'autres peurs, d'autres incompréhensions qui poussent au soutien. Donc comme ça, avec le temps, se construit une situation où une population se retrouve à soutenir un truc qu'elle comprend pas, mais la sensation que c'est dans son intérêt de soutenir tout ça. Il y a aussi, alors vraiment je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a aussi des questions de fierté. L'idée que la Russie n'était plus une grande puissance et que là elle serait en train de redevenir une grande puissance, celle qu'on avait perdue avec la chute de l'URSS. Tout ça, ça entre réellement en jeu. Ce sont vraiment pas que des clichés. Moi je le ressens quand je parle avec les Russes, ce besoin de puissance, de cette histoire d'ego. Je sais pas, on a besoin d'exister et que les gens comprennent qu'on est fort. Donc ça, c'est très important pour les Russes. En Europe, la guerre en Ukraine est très médiatisée et en même temps, elle est souvent aussi simplifiée, caricaturée. Comment jugez-vous cette couverture médiatique en France? Et finalement, c'est aussi parce que on a relativement peu d'informations qui proviendraient plutôt justement de la Russie, mais des informations distanciées comme vous pouvez le faire. Alors, il y a de toute façon une difficulté qui est claire, c'est que, bon, moi, je suis pas forcément le meilleur exemple parce qu'en fait, je fais partie des rares à encore pouvoir travailler en Russie. Mais il faut bien comprendre qu'après 2022, on a interdit à quasiment tous les journalistes de venir travailler en Russie. Et moi, si j'y suis encore, c'est parce que j'y étais avant et qu'en fait, on continue de renouveler mon visa. Mais si je quittais la Russie aujourd'hui, je pourrais plus y revenir ensuite. On me donnerait plus de visa. Donc, il faut bien comprendre qu'on est déjà très peu nombreux à pouvoir travailler en Russie et on est très peu nombreux à être en capacité d'aller dans les zones occupées du Donbass. Donc, ça veut dire que vous avez une situation où, côté ukrainien, il y a une certaine liberté de la presse. Vous avez toute la presse internationale qui peut débarquer en Ukraine et qui peut aller couvrir jusque sur le front. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines difficultés, ce qui est assez logique aussi d'ailleurs, mais au bout du compte, les médias arrivent, à ma connaissance en tout cas, à pouvoir travailler sur le front, aller voir ce qui se passe sur le front. Quand vraiment, côté russe, c'est impossible d'aller sur le front. C'est interdit. C'est inaccessible. Donc déjà, ça crée un déséquilibre naturellement. Le Kremlin sait évidemment jouer sur ce déséquilibre et l'utiliser à son avantage en faisant de la contre-information, je ne sais pas comment appeler ça, mais voilà, en expliquant que effectivement, les médias européens ont pris parti pour l'Ukraine, mais que la réalité russe, la vérité russe, elle n'est pas entendue, et donc nous, on va la rappeler, et par la force, si besoin. Donc il y a
tout ça, en fait, qui s'est mis en place. Ensuite, moi, j'ai été... Alors, pour être honnête, moi, quelque chose dont je trouve que nous souffrons, nous, correspondants qui couvrons ce conflit en ce moment, c'est une sorte de deux poids, deux mesures, alors qu'il a toujours existé, mais avec d'autres conflits, où, pour dire des choses clairement, aller expliquer à des gens pourquoi il y a un 50e paquet de sanctions contre la Russie, quand, par exemple, parler de sanctions contre Israël est pas, vraiment pas du tout d'actualité. C'est quelque chose, ça paraît bête, voire peut-être militant pour certains de dire ça, mais c'est une vraie réalité. On n'a pas... Moi, je trouve quand même que la couverture est un peu plus équilibrée sur notre conflit, un peu plus forte que sur d'autres conflits, et notamment le conflit israélo-palestinien. Et tout ça, en fait, ça a des conséquences pour nous, parce que nous, journalistes, on perd en légitimité aussi, à surcouvrir peut-être même les choses. Il y a eu des périodes, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis toujours pour couvrir un conflit du début à sa fin, mais je pense qu'il y a eu des périodes qui ont été surcouvertes. Il y a eu des événements auxquels on a surréagi, quand l'Ukraine annonçait des offensives qui tombaient à l'eau, quand la Russie annonçait des offensives qui tombaient à l'eau. La propagande militaire qui n'est pas du tout la même dans les deux camps, mais qui existe d'une certaine façon dans chaque camp, voilà, et peut-être trop facilement reprise par certains médias, et ça, c'est un problème, mais je pense qu'en fait, ça concerne tous les conflits du monde. Mais c'est vrai que de travailler sur un conflit qui est le plus couvert pour nous, en tout cas en France, du monde, c'est assez troublant, parce qu'on a un peu l'impression, c'est bizarre de dire ça, mais d'être privilégié. Et c'est super de pouvoir faire passer, de pouvoir donner la parole à tout le monde et de pouvoir tout raconter. Mais même moi qui tiens cette guerre, à parler de ces guerres, il m'est arrivé de me dire, quand même dommage qu'on laisse pas un peu plus de place aux autres conflits. Donc c'est très particulier. Après, oui, des gens me font souvent part d'un parti pris pour l'Ukraine que certains trouvent dérangeant. Pour être honnête, moi, j'ai du mal à le juger, parce que quand on est correspondant en Russie, en fait, on subit tous les discours pro-russes qui infusent en France et qui, en fait, sont beaucoup plus développés que ce qu'on pense, je trouve. On a des groupes de médias, le groupe de Monsieur Bolloré, qui qui contribue à diffuser la rhétorique pro-russe, qui même embauche des gens qui travaillaient chez Russia Today. À mon avis, la rhétorique pro-russe, qui est faite de mensonges et de malhonnêteté, est quand même très présent dans notre société. Voilà, donc ce déséquilibre, j'ai du mal à le jauger. Je ne sais pas s'il est réel ou pas, pour être honnête. Ce qui est délicat quand on veut travailler, c'est que la guerre pousse à des positions de camp, quoi. C'est-à-dire vous informez en soutien finalement à l'Ukraine, ou vous informez en soutien à la Russie, alors qu'on pourrait évidemment prendre position pour l'Ukraine. Mais la question qui peut se poser, c'est comment en fait on fait un travail journalistique qui examine à la fois les puissances d'un camp que vous pouvez soutenir par ailleurs, hein, les puissances mais aussi les fragilités. C'est-à-dire, comment on fait pour arrêter d'avoir une vision complètement binaire du conflit, qui finalement ne fait que nourrir à la fois des complotismes, ou à la fois d'ailleurs des simplifications assez radicales, moi je trouve, du conflit. Certainement, mais d'un autre côté, je pense que c'est une réaction qui aura lieu dans tous les cas, parce que en fait, la propagande russe trouve toujours matière à travailler et à fonctionner. Et donc finalement, moi je suis pas convaincu que ce soit le problème principal, parce que c'est quand même la difficulté. Alors je dis ça tout en étant de l'autre côté, mais il y a un agresseur identifié, il y a un agressé identifié, et donc on peut pas couvrir... moi j'ai des confrères qui couvrent les choses en disant un quart d'heure aux Ukrainiens, un quart d'heure aux Russes, on donne la parole à tout le monde et tout va bien. Mais même si les Ukrainiens manipulent parfois l'information, peuvent parfois lâcher de fausses informations, je peux assurer tout le monde que ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous, on entend en Russie, qui n'est pas seulement faux, mais qui est l'exact inverse de la réalité à chaque fois qu'un officiel russe ouvre la bouche. Donc moi, je nous trouve déjà très sympathique d'encore leur donner la parole et d'encore les écouter, parce que c'est mensonge sur mensonge. Et donc, dans une situation qui serait pas celle-là, on arrêterait tout simplement de faire confiance en ces gens-là, parce que quelqu'un qui vous dit que des choses fausses en permanence, normalement, à un moment, vous arrêtez de l'écouter. Comme on est journaliste, on fait l'effort de continuer à les écouter, parce qu'en plus, leurs discours, faut les analyser. Ils disent quelque chose parfois, même si ce sont des mensonges. Donc, on continue à travailler sur ces discours. Mais comment travailler sur les discours russes ? Comment travailler sur les discours ukrainiens, comment couvrir cette guerre quand un ordre des choses s'impose à vous.
sans prendre parti. C'est clair que c'est compliqué. Moi, dans ma position, je trouve qu'on qualifie pas de la bonne façon la Russie. Moi, je considère que la Russie est un État fasciste et je peux le développer, je peux l'expliquer, j'ai tous les arguments pour ça. Mais c'est un terme que je n'utiliserai pas dans une interview classique parce que c'est un mot qui est assez fort, qui a un sens et il faut le développer, il faut l'expliquer derrière. De l'autre côté, je connais les mouvements nationalistes ukrainiens, néo-nazis ukrainiens et peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et en même temps, qu'est-ce que ça dirait de plus sur l'Ukraine ? Est-ce que ce serait honnête d'en parler plus alors qu'en fait, on ignore le fait qu'il y a un nombre très important de néo-nazis côté russe aussi, dans l'armée russe, dans les milices militaires russes. Donc tout ça est très compliqué. Je n'ai pas de réponse. Enfin, je veux dire, ce sont de vraies questions de déontologie journalistique. Ce sont des questions qu'on se pose au quotidien. Et moi, quelque part, c'est un peu plus facile pour moi parce que je ne suis pas côté ukrainien, je suis côté russe. Donc raconter les choses comme elles sont, c'est d'autant plus simple que les choses parlent d'elles-mêmes parce que les Russes sont souvent dans l'outrance, dans la radicalité. Et donc finalement... il suffit de recontextualiser un peu ce que les gens nous disent et puis le reste est compréhensible assez facilement pour les gens qui nous lisent, à mon avis. Alors, il se trouve que depuis toutes ces années, vous êtes resté malgré tout, et ce malgré tout, c'est bien sûr malgré la guerre. Comment vous envisagez, pourquoi d'ailleurs être resté, et puis surtout comment vous envisagez, vous, le jour d'après ? Quand vous êtes journaliste, vous voyez une guerre apparaître sur un terrain sur lequel vous aviez envie de travailler. Alors, moi, je voulais travailler sur l'Ukraine et la Russie, d'ailleurs, aussi. Mais avant que cette guerre apparaisse, avant 2014, et vous voyez une guerre apparaître, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en vivre la fin. Enfin, pour être honnête, moi, tout ça me fatigue beaucoup, c'est très dur à couvrir. Travailler en Russie, c'est très, très compliqué. Effectivement, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On peut, dans le meilleur des cas, m'expulser à tout moment. Je pense que je ne serais pas en capacité d'aller travailler côté ukrainien parce que j'ai travaillé dans les zones occupées et je ne suis pas sûr de pouvoir remettre les pieds en Ukraine aujourd'hui. Et je me verrais donc quelque part privé de ma capacité à suivre et à raconter cette guerre qui serait assez difficile parce que moi je n'attends que la fin de cette guerre et je veux raconter, je veux vivre la fin de cette guerre et de voir que pour l'instant on n'a aucune visibilité là-dessus. Déjà la première chose à laquelle je pense c'est aux Ukrainiens qui eux vivent tout ça au milieu des bombes en n'ayant aucune visibilité. Ensuite, il y a aussi des Russes qui s'ouvrent de tout ça et c'est un peu ma difficulté, c'est que je suis très attaché à l'Ukraine, mais en travaillant en Russie, vous devenez attaché à la Russie aussi et vous rencontrez les opposants, vous rencontrez tous ces gens qui ont été contraints à l'exil. Moi, à Paris, il y a plein de gens dans des situations terribles à Paris. Des Russes notamment. Et en fait, vous vous retrouvez attaché à ces deux sociétés. Alors moi, je m'étais juré de couvrir la guerre jusqu'au bout. J'ai des moments de doute où j'ai plus la force en fait de travailler là-dessus et j'ai envie de tout lâcher et puis finalement je continue. Je m'étais ensuite, en m'attachant à la Russie, je m'étais juré de couvrir la fin de Poutine, son décès, a priori son décès, parce que c'est peu probable qu'il quitte le pouvoir dans un cadre démocratique. Mais pareil, j'en suis quasiment à me demander si je vais pas mourir avant Poutine. Donc c'est très compliqué de visualiser la suite. Je ne sais pas si j'aurai les forces de continuer à couvrir tout ça. Mais je suis très attaché aux Ukrainiens, aux gens du Donbass, aux Russes. Et forcément, après toutes ces années, je pense à eux à chaque reportage. Et j'ai envie d'écrire pour tous ces gens. Mais je suis que journaliste. Mes écrits, à vrai dire, servent pas à grand-chose, je pense. Donc avec le temps, on est aussi un peu d'égoïsme. Ou à titre personnel, j'ai envie de vivre et de voir les choses. Mais voilà, ces motivations, elles évoluent avec le temps aussi. Et on perd, alors je perds pas la foi, mais c'est dur à couvrir un conflit. Et voilà, surtout quand ça traîne dans le temps à ce point-là. Avant de se quitter, Paul Gogos, vous avez choisi un morceau de la chanteuse russe Monetochka, une chanteuse qui incarne une jeunesse assez critique du régime. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et peut-être aussi, surtout pour la société russe ? Oui, c'est une jeune chanteuse très populaire en Russie, mais qui a quitté la Russie. Et cette chanson particulière, alors ça va mal passer dans un podcast, mais le clip, en fait, a été réalisé par des vidéos envoyées par des Russes en exil. Et des Ukrainiens aussi d'ailleurs. Et on voit les images de la guerre dans le clip, ce qui n'est pas anodin pour une artiste russe. Et en fait, tout le monde pleure dans le clip. Et pour fréquenter un peu la diaspora russe en Europe, je sais que tout le monde a pleuré en écoutant cette chanson. Parce qu'en gros, les paroles de la chanson, elle explique qu'elle survit, quoi. Malgré tout ce qui arrive, je survis, je vais survivre. Et ça touche beaucoup les gens qui sont en exil parce que quand vous êtes russe en exil, vous n'avez aucune perspective. C'est certainement le cas des Ukrainiens aussi. Mais les Ukrainiens, on va dire, ont un pays dans lequel ils peuvent aller. Ils ont un combat quelque part qui est défendable et qui est tout à leur honneur.
Quand russe, vous êtes honteux, vous ne pouvez plus mettre les pieds dans votre pays, vous avez souvent dit adieu pour toujours à vos proches, une fois que vous avez quitté la Russie. Donc voilà, c'est une chanson qui touche très certainement peu les Ukrainiens, mais qui touche vraiment beaucoup les Russes en exil. On se quitte donc avec Monetochka. Merci à vous, Paul Gogo. Merci. Меня не раз кусали акулы, меня не раз кусали собаки. Я гуляла в грозу с металлическим жезлом. Я тонула, я лезла в дворовые драки. Я пережила уже 3 конца света, 2 тысячелетия пережила. Тех и этих, и мозоль от каблука, и налоговика, и темные века, и дождевые облака, и продукты горения плохого табака. Половое заражение и лесу, и колобка. Переживу пожилых, водяных, домовых, и на пошлой открытке поздравительный стих. И смерть родных, и удар под дых, и киданье рисов молодых. Бересту и папирус, и брючки на вырост, и подвальную сырость, и коронавирус, и удары в пах, и союза крах, герметичные запайки на цинковых гробах, и сжигание на кострах, и дырки на зубах, истерию и страх, и мух и черепах. И я переживу и вас, и нас, переживу и смех, и грех, переживу и все, и всех, переживу. Я переживу и вас, и нас, переживу и смех, и грех, переживу и все, и всех, переживу. Я. И детей с леденцами, и вождей с близнецами, перманент и пергамент, разморозку криокамер, дураков в инстаграме, ураганы, цунами, Билли Айлиш в Панаме, и всех и же с вами, и кокошник, и чулму, и 100 тысяч почему, и бубонную чуму, и Вову чуму, инопланетную вражду, и лебеденка на пруду, новый рэп и старый рок, и бабулин свитерок, и не съест меня голодный волк, и не задавит пехотный полк. Только спросите на меня горсть земли, как прошепчут губы мои. Я переживу и вас, и нас переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. Я переживу и вас, и нас переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. И я переживу и вас, и нас переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. И смех, и грех переживу, и все, и всех переживу. Я. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette.